Un médecin humilie un patient noir, mais il était le nouveau propriétaire de l'hôpital. Ce qui se passe ensuite est à couper le souffle. Avez-vous déjà imaginé être humilié publiquement, puis découvrir que vous avez le pouvoir de tout changer? C'est exactement ce qui est sur le point de se produire dans cette histoire qui vous laissera sans voix. Paris, 2025. Le docteur François Dupont, un chirurgien plasticien renommé de 45 ans, arpentait les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine comme s'il en était le propriétaire. Sa blouse d'un blanc immaculé contrastait avec son arrogance qui semblait croître chaque jour. Avec des pas assurés et le menton haut, il ignorait les regards inquiets des infirmières et les expressions mal à l'aise des patients qu'il croisait. L'hôpital Saint-Antoine était connu pour accueillir l'élite parisienne, un symbole de statut et d'excellence médicale. Le docteur Dupont se vantait d'être l'une des stars de l'établissement, mais sa réputation allait au-delà de ses compétences chirurgicales. Ses commentaires acerbes et ses attitudes discriminatoires étaient aussi connus que sa dextérité au bistouri. En ce mercredi matin ensoleillé, l'air conditionné glacial de l'hôpital contrastait avec la chaleur étouffante à l'extérieur. Le hall principal bouillonnait de l'agitation typique d'une journée chargée. C'est dans ce cadre qu'Amadou Diallo, un entrepreneur noir de 38 ans, entra dans l'hôpital avec une douleur aiguë à la poitrine. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Commentez de quelle ville vous regardez cette histoire incroyable. Amadou, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean, s'approcha difficilement du bureau d'accueil. Son visage était tordu de douleur et il pouvait à peine parler. La réceptionniste, inquiète, commença à remplir rapidement le formulaire d'admission. C'est à ce moment que le docteur Dupont, passant dans le hall en route vers sa prochaine consultation, s'arrêta brusquement. Ses yeux se fixèrent sur Amadou et un sourire méprisant se forma sur ses lèvres. Avec des pas lents et délibérés, il s'approcha du comptoir. Ce genre de personne devrait aller au centre de santé publique, pas dans un hôpital d'élite comme le nôtre, dit le docteur Dupont à voix haute, son ton chargé de mépris. Nous n'avons pas le temps de traiter des cas qui ne sont clairement pas urgents et qui probablement ne peuvent même pas payer les soins. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les employés échangèrent des regards gênés. Certains patients dans la salle d'attente s'agitèrent inconfortablement sur leurs chaises. La réceptionniste, le visage rouge de honte, baissa les yeux sur le formulaire qu'elle remplissait. Amadou, toujours plié de douleur, leva lentement les yeux pour fixer le médecin. Son regard, malgré la douleur physique qu'il ressentait, transmettait un mélange d'incrédulité et de détermination. Pendant un bref instant, ses yeux rencontrèrent ceux du docteur Dupont, et quelque chose dans ce regard fit hésiter le médecin pendant une seconde. Mais le docteur Dupont retrouva rapidement sa posture arrogante. Avec un dernier regard méprisant, il se retourna et commença à s'éloigner, satisfait de sa démonstration de supériorité. Ses pas résonnaient dans le hall silencieux, comme pour marquer la fin de cet incident désagréable. C'est alors qu'une jeune infirmière, Sophie, s'approcha rapidement d'Amadou. Avec gentillesse, elle le guida vers une chaise proche, ignorant complètement les paroles du docteur Dupont. « Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Je vais immédiatement appeler un médecin pour vous examiner, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. Tandis que Sophie s'éloignait pour chercher de l'aide, les yeux d'Amadou parcoururent le hall. Son regard s'arrêta un moment sur le grand tableau au mur qui montrait l'histoire de l'hôpital Saint-Antoine. Une histoire d'innovation, d'excellence et d'exclusion. Ce que le docteur Dupont et tous les autres ignoraient, c'est qu'Amadou n'était pas qu'un simple patient. Il était bien plus que ce qu'il paraissait. Sa présence dans cet hôpital ce matin-là n'était pas une coïncidence, et les conséquences de cette rencontre seraient bien plus profondes que quiconque ne pouvait l'imaginer. Mais que faisait réellement Amadou ici? Quelle était la véritable raison de sa visite à l'hôpital Saint-Antoine? Et comment cette humiliation publique se transformerait-elle en une leçon que le docteur Dupont n'oublierait jamais? L'histoire ne faisait que commencer, et les rebondissements à venir allaient changer à jamais le destin de tous dans cet hôpital.
L'hôpital Saint-Antoine, un imposant édifice de verre et d'acier au cœur de Paris, était bien plus qu'une simple institution médicale. C'était un symbole de statut, un bastion de l'élite parisienne qui servait les plus fortunés de la ville depuis des décennies. Ses couloirs étincelants et ses équipements de pointe contrastaient fortement avec la réalité du système de santé publique français. Le docteur François Dupont, fils d'une famille traditionnelle de médecins, avait grandi en croyant que sa place était au sommet. Diplômé des meilleures universités, il était rapidement devenu l'un des chirurgiens plasticiens les plus demandés du pays. Son habileté au bistouri était indéniable, mais son arrogance et ses préjugés avaient grandi en même temps que sa renommée. Pour lui, l'hôpital était son royaume, et des patients comme Amadou n'étaient que des intrus. Amadou Diallo, quant à lui, venait d'un tout autre contexte. Né dans une banlieue défavorisée de Paris, il avait surmonté d'innombrables obstacles pour devenir un entrepreneur prospère. Son entreprise de technologie, axée sur des solutions pour le secteur de la santé, était en train de révolutionner le marché. Mais Amadou n'avait jamais oublié ses racines, ni les difficultés qu'il avait rencontrées en tant qu'homme noir dans un monde des affaires majoritairement blanc. L'infirmière Sophie, une jeune femme de 28 ans fraîchement diplômée, représentait une nouvelle génération de professionnels de santé. Idéaliste et compatissante, elle se trouvait souvent en conflit avec les attitudes élitistes de certains médecins plus âgés. Son empathie envers Amadou n'était pas seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Elle connaissait bien le goût de la discrimination. Cette matinée-là, la rencontre entre ces trois personnalités si différentes dans le hall de l'hôpital Saint-Antoine n'était pas le fruit du hasard. Amadou avait soigneusement planifié sa visite, bien que la douleur à la poitrine ne fasse pas partie du plan initial. Au cours des dernières semaines, il avait secrètement négocié l'achat de l'hôpital, y voyant une opportunité non seulement commerciale, mais aussi de transformation sociale. La France de 2025 luttait encore contre de profondes inégalités sociales et raciales. Le système de santé, bien que technologiquement avancé, restait inaccessible pour une grande partie de la population. Amadou rêvait de changer cela en commençant par Saint-Antoine. Sa vision était de créer un modèle de soins qui combinait excellence médicale et responsabilité sociale. Tandis qu'Amadou attendait d'être pris en charge, assis sur la chaise où Sophie l'avait guidé, son esprit travaillait rapidement. L'humiliation subie ne faisait que renforcer sa conviction que des changements drastiques étaient nécessaires. Il observait attentivement les interactions entre patients et personnel, notant les disparités subtiles mais évidentes dans le traitement. Le docteur Dupont, quant à lui, poursuivit son chemin dans les couloirs de l'hôpital, inconscient du séisme que ses actions avaient déclenché. Pour lui, ce n'était qu'une démonstration plus de son pouvoir et de son influence. Il était loin de se douter que son règne était sur le point d'être ébranlé jusqu'aux fondations. Sophie, revenant avec un médecin pour s'occuper d'Amadou, ne pouvait chasser de son esprit la scène dont elle avait été témoin. Elle savait que de tels incidents n'étaient pas rares, mais quelque chose dans la dignité silencieuse d'Amadou l'avait profondément touchée. Sans le savoir, elle était sur le point de devenir un élément clé dans la transformation qui s'annonçait. L'hôpital pulsait de son activité habituelle. Des opérations étaient réalisées, des diagnostics posés, des vies sauvées. Mais sous la surface, des courants de changement commençaient à se former. La présence d'Amadou, bien que momentanément discrète, était comme une pierre jetée dans un lac calme. Les cercles de son influence allaient s'étendre bien au-delà de ce moment initial. Au fil de la journée, des rumeurs sur l'incident dans le hall commencèrent à circuler parmi le personnel. Certains défendaient le docteur Dupont, arguant qu'il ne faisait que maintenir les standards de l'hôpital. D'autres, comme Sophie, sentaient qu'une ligne avait été franchie. Le débat silencieux qui se formait était un microcosme des tensions sociales qui imprégnaient la société française dans son ensemble. Amadou, maintenant examiné par un jeune médecin visiblement plus empathique que le docteur Dupont, réfléchissait aux prochaines étapes.
L'acquisition de l'hôpital, qui n'était auparavant qu'un mouvement stratégique, prenait maintenant les contours d'une mission personnelle. Il était déterminé à transformer Saint-Antoine non seulement en un centre d'excellence médicale, mais en un phare d'égalité et de justice sociale. La scène était prête pour une collision de mondes, de valeurs et de visions d'avenir. L'hôpital Saint-Antoine, depuis si longtemps symbole du statu quo, était sur le point de devenir le théâtre d'une révolution silencieuse mais profonde. Et au centre de cette tempête qui se formait se trouvaient Amadou, le docteur Dupont et Sophie, trois individus dont les destins étaient sur le point de s'entremêler d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Dans les jours qui suivirent l'incident dans le hall, une tension palpable planait sur l'hôpital Saint-Antoine. Le comportement du docteur Dupont, autrefois toléré comme une excentricité d'un médecin brillant, faisait maintenant l'objet de discussions animées dans les couloirs et les salles de repos. Amadou Diallo, remis de sa frayeur initiale, intensifia ses efforts pour finaliser l'acquisition de l'hôpital. Travaillant en coulisses, il rencontrait des membres du conseil d'administration présentant sa vision d'un hôpital alliant excellence médicale et responsabilité sociale. Sa proposition était audacieuse, transformer Saint-Antoine en un modèle de soins inclusif, sans compromettre la qualité qui l'avait rendu célèbre. Pendant ce temps, le docteur Dupont, ignorant les changements qui se profilaient, continuait sa routine habituelle. Son arrogance, cependant, semblait avoir atteint de nouveaux sommets. Irrité par les rumeurs concernant l'incident, il traitait avec encore plus de dédain les patients et le personnel qu'il considérait comme inférieurs. Un matin particulièrement tendu, le docteur Dupont entra en conflit direct avec Sophie. La jeune infirmière, encouragée par le soutien silencieux de ses collègues, le confronta sur son traitement discriminatoire envers un patient âgé d'origine modeste. Le médecin, furieux de ce qu'il considérait comme de l'insubordination, menaça d'user de son influence pour faire renvoyer Sophie. « Pour qui vous prenez-vous pour remettre en question mes méthodes ?» vociféra le docteur Dupont, le visage rouge de colère. « J'ai bâti la réputation de cet hôpital. Vous êtes tous remplaçables. » Sophie, tremblante mais déterminée, répondit « Vous avez peut-être des compétences chirurgicales, docteur Dupont, mais un hôpital, c'est bien plus que cela. Il s'agit de prendre soin des gens, de tous les gens. » L'altercation attira l'attention d'autres membres du personnel et même de quelques patients. Les paroles de Sophie semblaient avoir donné voix à un sentiment longtemps réprimé parmi l'équipe. Ce même après-midi, Amadou reçut un appel urgent de l'un de ses contacts au conseil d'administration de l'hôpital. L'incident entre le docteur Dupont et Sophie était arrivé aux oreilles de la direction, et une réunion d'urgence avait été convoquée pour discuter de l'avenir du chirurgien à Saint-Antoine. Amadou y vit l'opportunité parfaite pour accélérer ses plans. Avec un mélange de stratégie entrepreneuriale et de passion pour le changement social, il prépara une présentation qui abordait non seulement l'incident spécifique, mais proposait aussi une refonte complète de la culture de l'hôpital. Le matin de la réunion, le conseil d'administration de l'hôpital Saint-Antoine était divisé. Certains membres, préoccupés par la réputation de l'établissement, plaidaient pour le licenciement immédiat du docteur Dupont. D'autres, craignant de perdre l'un de leurs médecins les plus renommés, défendaient un simple avertissement. C'est dans ce climat d'indécision qu'Amadou Diallo fit son entrée. Vêtu d'un costume impeccable, il dégageait une confiance qui captiva immédiatement l'attention de tous dans la salle. Avec éloquence, il commença à exposer sa vision pour l'avenir de Saint-Antoine. « Mesdames et messieurs », commença Amadou, sa voix ferme et passionnée, « nous sommes à un carrefour. Nous pouvons continuer sur la voie qui nous a menés jusqu'ici. Une voie d'excellence, certes, mais aussi d'exclusion, où nous pouvons faire un pas courageux vers un avenir où excellence et égalité vont de pair. » Au fur et à mesure qu'Amadou présentait son plan, qui incluait des programmes de formation à la diversité pour le personnel, l'élargissement des soins aux communautés défavorisées et des investissements dans la recherche axée sur les besoins spécifiques de la population française, le Conseil passa de la surprise initiale
a un intérêt sincère. Mais qui êtes-vous pour proposer de tels changements ? Demanda l'un des membres les plus conservateurs du conseil. Avec un sourire serein, Amadou révéla « Je suis le nouveau propriétaire majoritaire de l'hôpital Saint-Antoine. Les papiers ont été finalisés ce matin. » Un silence stupéfait s'empara de la salle. Amadou poursuivit. « Mon expérience ici, il y a quelques semaines, en tant que patient traité avec mépris, n'a fait que renforcer ma conviction que des changements sont nécessaires et urgents. » Tandis que le conseil absorbait la nouvelle, à l'extérieur de la salle de réunion, le docteur Dupont marchait avec confiance dans les couloirs, certain que son statut à l'hôpital était assuré. Sophie, quant à elle, attendait anxieusement à son poste, craignant les conséquences de sa confrontation avec le puissant chirurgien. L'hôpital Saint-Antoine était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Les décisions prises dans cette salle de réunion allaient non seulement déterminer le sort du docteur Dupont et de Sophie, mais aussi l'avenir de l'une des institutions médicales les plus prestigieuses du pays. Alors que la réunion se prolongeait, la tension dans l'hôpital était palpable. Les employés échangeaient des regards inquiets. Les patients ressentaient l'atmosphère chargée. Tous savaient que quelque chose de significatif était en train de se produire, quelque chose qui pourrait changer Saint-Antoine pour toujours. Amadou Diallo, maintenant révélé comme le nouveau propriétaire, s'apprêtait à affronter non seulement le docteur Dupont, mais tout un système enraciné de privilèges et de discrimination. La bataille qui s'annonçait promettait d'ébranler les structures de l'hôpital jusqu'à leur fondation. Alors que la réunion du conseil d'administration se déroulait, plusieurs sous-intrigues commençaient à se développer dans les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine, ajoutant des couches de complexité à une situation déjà tendue. Le docteur Marie Leclerc, une chirurgienne cardiaque respectée et l'une des rares alliées du docteur Dupont, se trouvait face à un dilemme éthique. D'un côté, elle devait beaucoup de sa carrière au soutien de Dupont. De l'autre, les récents événements avaient ouvert ses yeux sur le comportement toxique de son mentor. Dans son bureau, elle relisait le serment d'Hippocrate, s'interrogeant sur la véritable signification d'être médecin. Simultanément, dans le service infirmier, Sophie faisait face à l'ostracisme de certains collègues plus conservateurs qui la voyaient comme une menace au statu quo. Cependant, un groupe croissant de jeunes professionnels la considérait comme une héroïne, inspirée par son courage de défier le système. Cette division créait un environnement de travail tendu, avec des chuchotements et des regards furtifs remplissant les moments entre les soins. Au service comptabilité, Pierre Moreau, un comptable d'âge moyen, luttait avec sa conscience. Depuis des années, il aidait le docteur Dupont à maquiller des rapports financiers dissimulant des pratiques de facturation douteuses. Avec les changements dans l'air, Pierre craignait que ces actes ne soient découverts, mettant en péril non seulement sa carrière, mais aussi l'avenir de sa famille. Au milieu de tout cela, une patiente âgée, Madame Benali, une immigrée algérienne, attendait anxieusement une chirurgie cardiaque vitale. Sa petite fille, Yasmine, étudiante en médecine, observait avec inquiétude le chaos qui s'installait dans l'hôpital. Elle savait que l'opération de sa grand-mère dépendait de la stabilité de l'équipe médicale, actuellement en pleine tourmente. Dans le parking de l'hôpital, le gardien de sécurité Jean-Claude, un homme noir d'âge moyen, réfléchissait aux événements récents. Il avait été témoin du traitement réservé à Amadou et s'identifiait profondément à la situation. Jean-Claude commençait à se demander combien de fois il avait lui-même été le complice silencieux d'actes discriminatoires juste pour garder son emploi. À la cafétéria, un groupe d'internes discutait avec animation des rumeurs concernant les changements imminents. Certains voyaient la possibilité d'un environnement de travail plus inclusif avec enthousiasme, tandis que d'autres craignaient que la réputation exclusive de l'hôpital ne soit compromise, affectant leur future carrière. Le docteur Émilie Dubois, chef du service de pédiatrie et l'une des rares femmes en position de leadership dans l'hôpital, observait les événements se dérouler avec un mélange d'espoir et d'appréhension.
Elle luttait depuis longtemps pour plus de diversité dans l'équipe médicale et voyait maintenant une réelle opportunité de changement. Cependant, elle craignait qu'une transition mal gérée ne cause plus de dommages que de bénéfices. Dans le laboratoire de recherche, le docteur Ahmed Farid, un brillant chercheur égyptien, travaillait sans relâche sur une étude révolutionnaire sur les maladies tropicales négligées. Il voyait dans le possible changement de direction de l'hôpital une chance d'obtenir enfin plus de ressources pour des recherches axées sur les besoins de la population défavorisée. Pendant ce temps, dans la salle d'attente des urgences, des vies continuaient d'être en jeu. Une jeune mère berçait son enfant fiévreux. Un homme d'affaires se tenait la poitrine de douleur. Un adolescent attendait anxieusement les résultats d'examen. Pour eux, les politiques internes de l'hôpital étaient sans importance. Ce qui comptait, c'était les soins qu'ils allaient recevoir. Toutes ces histoires s'entrelaçaient, créant un tissu complexe d'émotions, d'éthique et d'attentes. L'hôpital Saint-Antoine n'était pas seulement un bâtiment de béton et de verre, mais un organisme vivant, pulsant, où chaque décision avait le pouvoir d'affecter d'innombrables vies. Alors, que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers les couloirs de l'hôpital, la tension atteignait son paroxysme. La réunion du conseil était sur le point de se terminer, et ses décisions allaient se répercuter dans tout l'hôpital, affectant chacune de ses sous-intrigues de manière imprévisible. Amadou Diallo, conscient du poids de ses actions, se préparait à affronter non seulement le docteur Dupont, mais tout un système enraciné. Il savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Les changements qu'il proposait ne seraient pas faciles à mettre en œuvre, et la résistance serait féroce. L'hôpital Saint-Antoine était au bord d'une révolution. Chaque personne, entre ses murs, du médecin le plus renommé à l'employé le plus humble, serait affectée. La question qui planait dans l'air était: l'hôpital sortirait-il de cette tempête plus fort et plus juste, ou succomberait-il aux pressions du changement? Le silence qui suivit la fin de la réunion du conseil d'administration était assourdissant. Amadou Diallo émergea de la salle de réunion, son visage un masque de détermination. Derrière lui, les membres du conseil sortaient avec des expressions allant de la surprise au choc, certains même avec une lueur d'espoir dans les yeux. À ce moment-là, le docteur Dupont tourna au coin du couloir, marchant avec son arrogance habituelle. En voyant Amadou, il s'arrêta brusquement, le reconnaissant comme le patient qu'il avait humilié des semaines auparavant. Avant qu'il ne puisse complètement assimiler la situation, Amadou s'approcha tendant la main. « Docteur Dupont, je crois que nous n'avons pas été correctement présentés. Amadou Diallo, nouveau propriétaire majoritaire de l'hôpital Saint-Antoine. » Le choc sur le visage du docteur Dupont était palpable. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois, sans émettre aucun son. Pour la première fois de sa carrière, il se retrouva sans voix. Amadou continua, sa voix calme mais ferme. « J'aimerais vous inviter à une conversation dans mon bureau, immédiatement. » Alors que les deux hommes se dirigeaient vers le bureau, le bourdonnement se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Le personnel, les patients et les visiteurs assistaient à la scène, incrédules. Dans le bureau, Amadou alla droit au but. « Docteur Dupont, votre compétence médicale est indéniable, mais votre comportement est inacceptable. L'hôpital Saint-Antoine est sur le point de connaître des changements significatifs et vous avez un choix à faire. » Le docteur Dupont, retrouvant sa composition, tenta de contre-attaquer. « Vous ne pouvez pas simplement arriver ici et... » Amadou l'interrompit. « Je peux et je vais le faire. Cet hôpital ne sera plus un terrain de jeu pour les égos gonflés et les préjugés archaïques. Vous avez deux options, vous adapter au changement ou partir. » À ce moment, un coup à la porte interrompit la conversation. C'était Sophie, l'infirmière, accompagnée de Madame Benali et de sa petite-fille, Yasmine. « Excusez l'intrusion, » dit Sophie, « mais nous avons une urgence. Madame Benali a besoin d'une chirurgie immédiatement, et le docteur Dupont est le seul chirurgien disponible en ce moment. » Le docteur Dupont regarda la patiente âgée, puis Amadou, et enfin Sophie.
Son monde s'écroulait autour de lui, mais voilà une chance de rédemption, ou de creuser encore plus profondément son propre trou. Avec un profond soupir, le docteur Dupont prit sa décision. Je vais effectuer l'opération. Préparez la salle d'opération. Tandis que le docteur Dupont sortait précipitamment avec Sophie et les patientes, Amadou se retrouva seul dans le bureau, réfléchissant au poids de ses actions et aux changements à venir. Des heures passèrent. L'hôpital tout entier semblait retenir son souffle, attendant le résultat de l'opération. Ce n'était pas seulement la vie de Madame Benali qui était en jeu, mais aussi l'avenir de l'hôpital Saint-Antoine. Finalement, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent. Le docteur Dupont sortit, épuisé, mais avec une lueur différente dans les yeux. L'opération a été un succès, annonça-t-il, au soulagement de tous. Yasmine, les larmes aux yeux, serra le médecin dans ses bras. « Merci, docteur. Merci d'avoir sauvé ma grand-mère. » Ce fut à ce moment-là que quelque chose changea chez le docteur Dupont. L'étreinte sincère de gratitude d'une jeune femme immigrée, qu'il aurait probablement ignorée quelques jours auparavant, toucha quelque chose de profond en lui. Amadou, qui observait la scène, s'approcha. « Docteur Dupont, je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Dans les jours qui suivirent, l'hôpital Saint-Antoine entra dans une phase de transformation intense. Amadou Diallo mit en œuvre une série de changements radicaux. Un programme de formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour tout le personnel. L'extension des soins aux communautés défavorisées, avec la création d'une aile dédiée au traitement gratuit. Des partenariats avec des universités publiques pour offrir des stages à des étudiants en médecine d'origine diverse. La création d'un comité d'éthique avec un réel pouvoir d'enquêter et de sanctionner les cas de discrimination. Étonnamment, le docteur Dupont, après son expérience transformatrice, devint l'un des plus grands défenseurs de ces changements. Son parcours de rédemption inspira d'autres membres du personnel à réexaminer leurs propres attitudes et préjugés. Sophie fut promue chef des infirmières, apportant une nouvelle perspective au leadership de l'hôpital. Le docteur Ahmed Farid vit son projet de recherche sur les maladies tropicales gagner en visibilité et en financement. Le comptable Pierre Moreau, inspiré par la nouvelle atmosphère d'intégrité, confessa ses actions passées et s'offrit pour aider à la restructuration financière de l'hôpital. Au fur et à mesure que les changements se consolidaient, l'hôpital Saint-Antoine commença à attirer l'attention nationale et internationale. Il devint un modèle de la façon dont les institutions traditionnelles pouvaient se réinventer pour répondre aux besoins d'une société diverse et en constante évolution. Amadou Diallo, observant la transformation qu'il avait initiée, savait que le chemin serait encore long et difficile. Mais en voyant des patients de toutes origines traités avec dignité, le personnel travaillant avec un sens renouvelé du but et une atmosphère de respect mutuel imprégnant les couloirs, il sut que chaque obstacle en vaudrait la peine. L'hôpital Saint-Antoine n'était plus seulement un symbole de statut et d'excellence médicale, il était devenu un phare d'espoir, montrant que le changement était possible même dans les environnements les plus improbables. Les changements mis en œuvre par Amadou Diallo à l'hôpital Saint-Antoine envoyèrent des ondes de choc à travers tout le système de santé français. Dans les mois qui suivirent, les conséquences de ces transformations commencèrent à se manifester de manière à la fois attendue et surprenante. La nouvelle de la transformation de Saint-Antoine se répandit rapidement, attirant l'attention des médias nationaux et internationaux. Des journalistes se pressaient à la réception de l'hôpital, impatients d'interviewer Amadou, le docteur Dupont et d'autres membres du personnel sur ce changement de paradigme révolutionnaire dans l'institution. Le ministère de la Santé, initialement sceptique, envoya une équipe pour évaluer les changements. Ils furent impressionnés par les résultats préliminaires, des taux de satisfaction des patients en hausse, une amélioration des résultats des traitements et une notable réduction des plaintes pour discrimination. Cependant, toutes les réactions n'étaient pas positives. Certains hôpitaux concurrents, craignant de perdre leur clientèle d'élite, lancèrent des campagnes de marketing agressives.
mettant l'accent sur leurs soins exclusifs. Cela généra un débat animé dans la société sur le rôle des hôpitaux privés dans le système de santé. Au sein de Saint-Antoine, les réactions étaient également mitigées. De nombreux employés embrassèrent les changements avec enthousiasme, se sentant dynamisés par la nouvelle mission de l'institution. D'autres, en particulier ceux qui bénéficiaient de l'ancien système, résistaient silencieusement, créant de petits foyers de tension. Le docteur Dupont, dans son parcours de rédemption, faisait face à ses propres défis. Certains collègues le considéraient comme un traître à l'ancienne garde, tandis que d'autres, inspirés par sa transformation, recherchaient ses conseils. Il se retrouvait constamment à devoir prouver sa sincérité, tant à lui-même qu'aux autres. Sophie, maintenant en position de leadership, découvrit que la gestion était beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Elle luttait pour équilibrer les besoins de son équipe avec les nouvelles politiques de l'hôpital, travaillant souvent tard dans la nuit pour résoudre les conflits et mettre en œuvre les changements. L'extension des soins aux communautés défavorisées apporta de nouveaux défis logistiques et médicaux. L'hôpital vit une augmentation significative du nombre de patients atteints de maladies négligées et de conditions avancées qui étaient restés sans traitement pendant des années. Cela nécessita une adaptation rapide des équipes médicales et la création de nouveaux protocoles de soins. Le programme de diversité rencontra une résistance initiale de la part de certains membres plus conservateurs du personnel. Cependant, à mesure que les avantages devenaient évidents, comme une meilleure communication avec les patients d'origines diverses et un environnement de travail plus harmonieux, même les sceptiques commencèrent à changer d'avis. Le partenariat avec les universités publiques apporta une nouvelle énergie à l'hôpital. De jeunes internes d'origines diverses apportèrent des perspectives fraîches et remirent en question les pratiques établies, stimulant l'innovation dans plusieurs départements. Financièrement, l'hôpital passa par des hauts et des bas. Initialement, il y eut une baisse des revenus alors que certains patients de l'élite migraient vers d'autres établissements. Cependant, cela fut progressivement compensé par l'augmentation du volume des soins et par de nouveaux contrats avec le système de santé publique, intéressé par la réplication du modèle de Saint-Antoine. L'histoire de Madame Benali devint un symbole de la transformation de l'hôpital. Sa récupération réussie, suivie de près par sa petite-fille Yasmine, fut documentée et partagée comme une étude de cas dans des conférences médicales, illustrant l'impact positif de soins véritablement inclusifs. Amadou Diallo, bien que satisfait des progrès, faisait face à des pressions constantes. Des investisseurs remettaient en question la viabilité financière du nouveau modèle, tandis que des activistes sociaux exigeaient des changements encore plus radicaux. Il se retrouva dans la difficile imposition de devoir équilibrer les idéaux avec les réalités pratiques. Le comptable Pierre Moreau, après avoir confessé ses actions passées, devint un élément clé dans la restructuration financière de l'hôpital. Sa connaissance interne des anciennes pratiques aida à créer des systèmes plus transparents et éthiques, bien qu'il luttât encore avec la culpabilité de ses actions antérieures. À l'approche de la fin de la première année de la nouvelle ère de Saint-Antoine, il était clair que la transformation était loin d'être terminée. Chaque victoire apportait de nouveaux défis, chaque solution révélait des problèmes auparavant cachés. Cependant, il y avait un sentiment général que quelque chose de vraiment significatif se produisait entre ces murs. L'hôpital Saint-Antoine était devenu plus qu'une institution médicale. C'était maintenant un laboratoire vivant de changement social, un exemple de la façon de s'attaquer de front aux inégalités systémiques. Les leçons apprises ici commençaient à se répandre, inspirant des changements dans d'autres institutions à travers le pays. Pour Amadou, le docteur Dupont, Sophie et tous ceux impliqués, il était clair que le voyage ne faisait que commencer. Le véritable test serait de maintenir l'élan du changement face aux obstacles inévitables qui les attendaient encore. 1 an après le début des transformations à l'hôpital Saint-Antoine,
Amadou Diallo convoqua une réunion générale avec tout le personnel. L'auditorium était comble. Une mer de visages expectants, certains anxieux, d'autres curieux, reflétant la diversité qui caractérisait désormais l'établissement. Amadou monta sur scène, son expression sérieuse mais déterminée. « Il y a 1 an, commença-t-il, nous nous sommes embarqués ensemble dans un voyage ambitieux. Nous avons fait face à des défis que beaucoup jugeaient insurmontables. Aujourd'hui, nous sommes ici non pas pour célébrer une victoire, mais pour reconnaître nos progrès et affronter les obstacles qui nous attendent encore. » Il partagea ensuite les résultats de la première année. Une augmentation de 30% du nombre de patients traités, une amélioration significative des indices de satisfaction et une réduction notable des plaintes pour discrimination. Cependant, il y avait aussi des défis. La pression financière était réelle et la résistance à certains changements persistait dans certains secteurs. Mais notre plus grand défi, poursuivit Amadou, est de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser que le travail est terminé. C'est à ce moment que le docteur Dupont, assis au premier rang, se leva de manière inattendue. « Avec votre permission, Amadou, j'aimerais dire quelques mots. » Amadou, surpris, acquiesça. Le docteur Dupont monta sur scène, sa posture très différente de l'arrogance qui le caractérisait auparavant. « Il y a 1 an, j'étais une partie du problème, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas comme un homme racheté, mais comme quelqu'un en constant processus d'apprentissage et de croissance. Il partagea ensuite comment l'expérience avec Madame Ben Ali n'avait été que le début de sa transformation. Dans les mois qui suivirent, il s'était consacré à soigner dans des communautés défavorisées, faisant face à des réalités qu'il ignorait auparavant. Chaque patient m'a enseigné plus sur l'humanité et l'empathie que toutes mes années d'études. Avoua-t-il. Le docteur Dupont annonça alors qu'il créait un programme de mentorat pour les jeunes médecins d'origines diverses, utilisant ses propres ressources pour financer des bourses d'études. « C'est ma façon d'essayer de corriger des années d'injustice », expliqua-t-il. L'auditoire, initialement sceptique, écoutait maintenant dans un silence respectueux. Beaucoup de ceux qui voyaient auparavant le docteur Dupont comme le symbole de l'ancien système le voyaient maintenant sous un nouveau jour. Sophie, maintenant chef des infirmières, fut la suivante à parler. Elle partagea les défis de diriger dans un environnement en constante évolution. « J'ai appris que diriger ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à poser les bonnes questions et à vraiment écouter, » réfléchit-elle. Elle annonça la création d'un conseil infirmier diversifié, donnant une voix aux professionnels de toutes origines dans les décisions de l'hôpital. « Notre force réside dans notre diversité, » affirma-t-elle. Au fur et à mesure que d'autres membres du personnel partageaient leurs expériences, un schéma émergea. Chaque défi surmonté avait ouvert la voie à de nouveaux apprentissages et à une croissance personnelle. Le docteur Ahmed Farid, dont le projet de recherche sur les maladies tropicales négligées avait gagné une reconnaissance internationale, parla de la façon dont la nouvelle approche de l'hôpital changeait des vies au-delà de ses murs. Nous traitons des maladies que beaucoup avaient oubliées et, ce faisant, nous redéfinissons ce que signifie être un hôpital d'excellence, déclara-t-il. Yasmine, la petite fille de Madame Ben Ali, maintenant interne à Saint-Antoine, partagea comment l'expérience de sa grand-mère avait inspiré toute une communauté. Des personnes qui craignaient autrefois les hôpitaux voient maintenant Saint-Antoine comme un lieu d'espoir, dit-elle, émue. Le comptable Pierre Moreau parla de la création d'un nouveau système financier transparent qui équilibrait la durabilité économique avec la responsabilité sociale. Nous avons prouvé qu'il est possible d'être à la fois éthique et efficace, affirma-t-il. Alors que la réunion touchait à sa fin, Amadou reprit la parole. Chacun d'entre vous, dit-il en regardant l'auditoire, fait partie de cette transformation. Chaque patient que nous traitons avec dignité, chaque préjugé que nous remettons en question, chaque vie que nous touchons, est un pas vers l'hôpital et la société que nous voulons construire. Il lança ensuite un nouveau défi.
Dans les 6 prochains mois, chaque département devrait développer un projet innovant combinant excellence médicale et impact social. Montrons au monde que Saint-Antoine n'est pas une exception, mais un modèle à suivre, conclut-il. Lorsque la réunion se termina, il y avait une énergie palpable dans l'air. Des employés qui se parlaient à peine auparavant discutaient maintenant avec animation d'idées. Des médecins expérimentés cherchaient l'avis de jeunes internes. Infirmiers et personnels administratifs échangeaient des perspectives sur l'amélioration des processus. L'hôpital Saint-Antoine était loin d'être parfait. Il y avait encore des résistances à surmonter, des systèmes à perfectionner, des mentalités à changer. Mais à ce moment-là, il était clair pour tous les présents qu'ils étaient sur la bonne voie. Amadou, observant la scène, ressentit un mélange de fierté et d'humilité. Il savait que le vrai test était encore à venir. La question, maintenant, était: comment maintenir cet esprit d'innovation et d'inclusion vivant? Comment s'assurer que Saint-Antoine continue de grandir et d'évoluer non seulement en tant qu'hôpital, mais en tant qu'agent de changement social? Avec ces pensées à l'esprit, Amadou se prépara pour le prochain chapitre de ce voyage transformateur. L'hôpital Saint-Antoine avait prouvé que le changement était possible. Maintenant, il était temps de prouver qu'il pouvait être durable. Dans les mois qui suivirent, la réunion générale, l'hôpital Saint-Antoine entra dans une phase d'intense activité et d'innovation. Le défi lancé par Amadou Diallo avait allumé une étincelle de créativité et de détermination dans toute l'équipe. Cependant, à mesure que l'hôpital approchait du cap des 18 mois depuis le début des transformations, de nouveaux défis surgirent, préparant le terrain pour une confrontation décisive. Le premier signe de problème vint de l'extérieur. Un groupe d'hôpitaux concurrents, dirigé par l'influent homme d'affaires Philippe Mercier, lança une campagne agressive contre le nouveau modèle de Saint-Antoine. Ils affirmaient que l'hôpital compromettait la qualité des soins en se concentrant sur les patients à faible revenu et que le modèle n'était pas financièrement viable. En interne, l'hôpital menait ses propres batailles. Malgré le succès initial, la pression financière commençait à s'intensifier. L'augmentation du volume de soins gratuits ou à faible coût pesait sur les marges de l'hôpital. Amadou et son équipe travaillaient sans relâche pour trouver un équilibre, mais c'était une lutte constante. Le docteur Dupont, dans sa nouvelle position de directeur du programme de mentorat, faisait face à la résistance de certains collègues qui le regardaient encore avec méfiance. Ses efforts pour diversifier le corps médical créaient des tensions entre l'ancienne garde et les nouveaux internes. Sophie, en tant que chef des infirmières, gérait l'épuisement croissant de son équipe. L'augmentation du volume de patients et la complexité des cas poussaient beaucoup à leurs limites. Elle luttait pour mettre en place des politiques de bien-être et de soutien psychologique, mais les ressources étaient limitées. Le projet de recherche du docteur Ahmed Farid sur les maladies tropicales, initialement célébré, faisait maintenant face à des coupes budgétaires. La lutte pour le financement devenait un combat quotidien, menaçant les progrès déjà réalisés. Pendant ce temps, Yasmine, maintenant une interne respectée, commença à remarquer des schémas inquiétants. Certains patients fortunés recevaient encore un traitement préférentiel voilé, une pratique qui allait à l'encontre de tout ce que le nouveau Saint-Antoine représentait. Elle se trouvait face au dilemme de dénoncer ou non ces pratiques. Le comptable Pierre Moreau découvrit des anomalies dans les nouveaux registres financiers, suggérant que tous n'avaient pas complètement abandonné les anciennes pratiques non éthiques. Il savait que révéler ces informations pourrait ébranler la confiance dans la direction de l'hôpital. Amadou Diallo, sentant le poids de toutes ces pressions, convoqua une réunion d'urgence avec son équipe principale. « Nous sommes à un point critique », déclara-t-il. Tout ce que nous avons construit est en danger. Nous avons besoin de solutions et nous en avons besoin maintenant. C'est à ce moment qu'une nouvelle explosive arriva. Philippe Mercier, l'homme d'affaires qui menait la campagne contre Saint-Antoine, avait fait une offre d'achat de l'hôpital. La proposition extrêmement généreuse était assortie de la promesse de restaurer Saint-Antoine à sa gloire d'antan.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'hôpital, générant une vague d'incertitude et de peur. Les employés commencèrent à se demander si tout l'effort de transformation avait été vain. Certains considéraient même l'offre de Mercier comme une porte de sortie aux problèmes financiers de l'hôpital. Amadou savait qu'il faisait face à la plus grande crise depuis qu'il avait pris le contrôle de Saint-Antoine. L'offre de Mercier n'était pas seulement une menace pour l'hôpital, mais pour tout le mouvement de transformation qu'ils avaient initié. Avec l'échéance pour répondre à l'offre qui approchait, Amadou réunit son équipe principale. Docteur Dupont, Sophie, Docteur Farid, Yasmine et Pierre. « Nous avons 48 heures, dit-il, pour trouver une solution qui non seulement sauve Saint-Antoine, mais qui réaffirme tout ce que nous défendons. » Le groupe s'installa dans une salle de conférence, déterminé à ne pas en sortir avant d'avoir un plan. Il savait que les 48 prochaines heures détermineraient non seulement l'avenir de l'hôpital Saint-Antoine, mais potentiellement l'avenir des soins de santé en France. Pendant ce temps, à l'extérieur, des journalistes se rassemblaient à l'entrée de l'hôpital. Des patients attendaient anxieusement des nouvelles, et Philippe Mercier attendait avec confiance, certain que son offre serait irrésistible. La scène était prête pour une confrontation épique. L'hôpital Saint-Antoine, symbole de changement et d'espoir, s'apprêtait à faire face à son plus grand défi. La question qui planait dans l'air était: Amadou et son équipe pourraient-ils trouver une solution qui sauverait non seulement l'hôpital, mais tout ce qu'il était devenu? Les 48 heures qui suivirent furent les plus intenses de l'histoire de l'hôpital Saint-Antoine. Amadou Diallo et son équipe travaillaient sans relâche, poussés par un mélange de désespoir et de détermination. L'horloge semblait tourner encore plus vite, alors qu'ils cherchaient une solution capable de sauver tout ce pourquoi ils s'étaient battus. Le premier jour, les idées fusaient dans la salle. Le docteur Dupont suggéra une campagne de levée de fonds auprès d'anciens patients influents. Sophie proposa un plan d'optimisation opérationnelle qui pourrait réduire les coûts sans compromettre la qualité. Le docteur Farid présenta une proposition audacieuse pour transformer une partie de l'hôpital en centre de recherche internationale, attirant ainsi des investissements. Yasmine, avec sa perspective unique d'interne, rappela l'importance de rester concentré sur les patients. « Nous ne devons pas oublier pourquoi nous avons commencé tout cela », rappela-t-elle au groupe. Pierre, analysant les chiffres, travaillait sur des modèles financiers qui pourraient rendre l'hôpital viable à long terme. Chaque idée était débattue, analysée et souvent rejetée, pour être reconsidérée sous un nouveau jour des heures plus tard. À mesure que le deuxième jour avançait, l'épuisement commençait à se faire sentir. C'est alors qu'Amadou, regardant par la fenêtre de la salle de conférence, vit quelque chose qui allait tout changer. Sur le trottoir devant l'hôpital, un groupe de patients et de membres de la communauté s'étaient rassemblés. Ils portaient des pancartes « Sauver Saint-Antoine »,« Notre hôpital »,« Notre espoir ». À ce moment-là, Amadou eut une épiphanie. « Nous abordons cela de la mauvaise manière », dit-il, se tournant vers l'équipe. Il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de stratégie. Il s'agit des gens que nous servons, de la communauté que nous avons construite. Avec une énergie renouvelée, le groupe commença à travailler sur un plan audacieux. Ils allaient transformer Saint-Antoine en une coopérative de santé, où la communauté, le personnel et les médecins seraient copropriétaires. Cela résoudrait non seulement le problème financier, mais garantirait aussi que l'hôpital reste fidèle à sa mission. Dans les dernières heures, le plan prit forme. Ils structurèrent un modèle d'affaires qui combinait viabilité financière et impact social. Ils inclurent des partenariats avec des universités pour la recherche, des programmes de santé préventive dans la communauté et un système innovant de paiement basé sur les résultats. Avec seulement quelques minutes de reste, Amadou finalisa la présentation. Épuisé mais plein d'espoir, ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose de révolutionnaire. Le jour de la présentation arriva. L'auditorium de l'hôpital était bondé. Employés, patients, journalistes et, bien sûr, Philippe Mercier et ses associés. La tension était palpable.
Amadou monta sur scène, son visage montrant les signes de la bataille des derniers jours, mais ses yeux brillants de détermination. « Aujourd'hui, commença-t-il, nous ne sommes pas ici seulement pour sauver un hôpital. Nous sommes ici pour redéfinir ce qu'un hôpital peut être. » Il présenta ensuite le plan, détaillant comment le nouveau modèle non seulement sauverait Saint-Antoine, mais le transformerait en un exemple mondial de santé communautaire et d'innovation médicale. Au fur et à mesure qu'Amadou parlait, l'atmosphère dans la salle changeait. Le scepticisme initial laissait place à la curiosité, puis à l'enthousiasme. Même les associés de Mercier semblaient impressionnés. Quand Amadou termina, un silence momentané s'empara de l'auditorium, suivi d'une explosion d'applaudissements. Des patients se levèrent, beaucoup les larmes aux yeux. Les employés échangèrent des regards de fierté et de soulagement. Philippe Mercier, visiblement ébranlé, demanda la parole. « Monsieur Diallo, dit-il, sa voix trahissant un mélange d'admiration et de frustration. « Je suis venu ici aujourd'hui en espérant acheter un hôpital, mais ce que vous offrez n'a pas de prix. » Dans un geste surprenant, Mercier annonça qu'au lieu d'acheter l'hôpital, il aimerait investir dans le nouveau modèle, devenant ainsi part de la coopérative. « Si nous ne pouvons pas les battre, joignons-nous à eux, » dit-il, arrachant des rires à l'audience. Le moment de triomphe fut scellé lorsque Madame Ben Ali, maintenant rétablie et en bonne santé, monta sur scène avec sa petite fille Yasmine. « Cet hôpital m'a donné plus que la santé, » dit-elle avec émotion. « Il m'a donné de l'espoir et de la dignité. Et maintenant, il donne cela à toute une communauté. » Amadou, entouré de son équipe, regarda l'audience. Il vit des visages de toutes couleurs, âge et origine, unis par un but commun. À ce moment-là, il sut qu'ils avaient accompli quelque chose de vraiment extraordinaire. L'hôpital Saint-Antoine n'avait pas seulement survécu à sa plus grande crise, il en était sorti plus fort, plus uni et avec un objectif encore plus clair. Ce qui avait commencé comme une lutte pour la survie s'était transformé en une révolution dans le domaine de la santé. Alors que l'audience célébrait, Amadou échangea des regards avec son équipe. Il savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Mais maintenant, ils avaient non seulement un hôpital, mais une communauté entière à leur côté. Saint-Antoine était devenu plus qu'un hôpital. C'était maintenant un symbole d'espoir, un modèle de la façon dont la détermination, la compassion et l'innovation pouvaient transformer non seulement une institution, mais toute une société. Dans les mois qui suivirent la transformation de l'hôpital Saint-Antoine en coopérative de santé, les changements dépassèrent les attentes les plus optimistes. Le nouveau modèle n'avait pas seulement sauvé l'hôpital, il l'avait propulsé à l'avant-garde d'une révolution dans le système de santé français. La mise en œuvre du plan ne se fit pas sans défi. La transition vers un modèle coopératif nécessita une restructuration significative et un changement de mentalité de tous les acteurs impliqués. Cependant, l'esprit d'unité et de but commun qui avait émergé pendant la crise servit de base solide pour surmonter les obstacles. Un an après la présentation dramatique d'Amadou, l'hôpital Saint-Antoine était devenu un cas d'étude international en gestion innovante de la santé. Des délégations du monde entier visitèrent l'hôpital pour s'inspirer de son modèle unique. L'impact sur la communauté locale fut profond. Le programme de santé préventive, l'une des pierres angulaires du nouveau modèle, réduisit significativement les taux de maladies chroniques dans la région. Le partenariat avec les universités non seulement stimula la recherche, mais attira également des talents divers, enrichissant davantage l'environnement de l'hôpital. Le docteur Dupont, maintenant entièrement dévoué au programme de mentorat, vit ses efforts porter leurs fruits. Une nouvelle génération de médecins engagés dans l'éthique et l'inclusion commençait à émerger, changeant le visage de la médecine en France. Sophie, en tant que leader du conseil infirmier, mit en place des programmes de bien-être qui devinrent une référence nationale. L'épuisement professionnel parmi le personnel diminua considérablement, tandis que la satisfaction au travail atteignait des niveaux records. Le projet de recherche du docteur Farid sur les maladies tropicales, désormais correctement financées, réalisa des avancées significatives.
Ces découvertes sauvèrent non seulement des vies en France, mais eurent un impact global, particulièrement dans les pays en développement. Yasmine, qui avait grandi avec les changements de l'hôpital, devint l'une des médecins les plus respectées de l'institution. Son approche compatissante et innovante inspirait autant ses collègues que ses patients. Philippe Mercier, l'ancien rival, devint l'un des plus grands défenseurs du modèle de Saint-Antoine. Son soutien et ses ressources aidèrent à répliquer le modèle dans d'autres hôpitaux à travers le pays. Amadou Diallo, regardant en arrière, avait du mal à croire le chemin parcouru. L'hôpital qui était autrefois au bord de l'effondrement était maintenant un phare d'espoir et d'innovation. Plus important encore, c'était un témoignage vivant que le changement positif était possible, même face aux défis les plus intimidants. Le succès de Saint-Antoine eut un effet domino sur le système de santé français. Les politiciens et les gestionnaires de santé commencèrent à repenser les politiques et les pratiques, inspirés par ce qui avait été accompli. Cependant, Amadou et son équipe savaient que le travail ne serait jamais vraiment terminé. Chaque réussite ouvrait la voie à de nouveaux défis. Chaque solution révélait de nouveaux problèmes à résoudre. Mais maintenant, ils affrontèrent l'avenir non pas avec peur, mais avec confiance et détermination. L'hôpital Saint-Antoine était devenu plus qu'une institution de santé. C'était un symbole de transformation, un rappel qu'avec vision, courage et compassion, il était possible non seulement de rêver d'un monde meilleur, mais de le construire, un patient à la fois. 5 ans après la transformation de l'hôpital Saint-Antoine, Amadou Diallo marchait dans les couloirs, réfléchissant au parcours incroyable qu'ils avaient accompli. L'hôpital pulsait de vie et de détermination. Dans les chambres, des patients de toutes origines recevaient des soins d'excellence. Dans les laboratoires, des chercheurs réalisaient des avancées qui sauveraient des vies dans le monde entier. Dans les salles de classe, une nouvelle génération de professionnels de santé apprenait à combiner compétences techniques et compassion. Amadou sourit, sachant que le travail ne serait jamais vraiment terminé. Mais maintenant, l'avenir semblait rempli de possibilités. Saint-Antoine était devenu plus qu'un hôpital. C'était un mouvement, une preuve vivante que le changement était possible. Chers spectateurs, vous êtes arrivés à la fin de cet incroyable voyage de transformation et d'espoir. L'histoire de l'hôpital Saint-Antoine nous montre que le changement est possible, peu importe l'ampleur des défis. Maintenant, nous voulons vous entendre. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire disant « J'ai regardé jusqu'à la fin ». Votre avis compte pour nous. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Vous a-t-elle inspiré d'une manière ou d'une autre? N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran final. Vous y trouverez d'autres histoires inspirantes qui vous émouvront et vous feront réfléchir. Ensemble, nous pouvons faire la différence. À la prochaine.